Tu te poses plein de questions sur l'armée, comment se passe la vie à l'armée, est-ce qu'on a le droit de porter la barbe à l'armée, comment est-ce qu'on devient tireur d'élite, est-ce que tu peux fumer du cannabis à l'armée, tout ça. Bref, tu te poses vraiment beaucoup de questions sur l'armée. Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes tes questions. Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, officier dans l'armée de terre. Aujourd'hui, je réponds aux questions les plus posées sur l'armée de terre et un petit peu les autres armées aussi. Tu vas voir, c'est une vidéo passionnante dans laquelle on va voir beaucoup de sujets. Juste en dessous, je te mets toutes les questions avec les différents chapitres, histoire que tu puisses t'y retrouver si tu veux revenir sur la vidéo plus tard. Avant de débuter la vidéo, super important, fais ça s'il te plaît, ça va te servir pour l'armée. Bon, déjà, première chose, tu t'abonnes et ensuite tu rejoins le Discord Sante Army. C'est gratuit, c'est juste en dessous, tu as le lien dans la description. Tu vas rejoindre ce super Discord, installer l'application si tu ne l'as pas, t'en servir sur ton ordi, bref, j'en ai rien à faire. Tu mets Discord et tu rejoins le serveur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le Discord, tu as plein de réponses à tes questions. Tu as plein de militaires, de jeunes intéressés par l'armée qui vont t'aider à obtenir les informations que tu cherches. Et je suis là pour répondre encore plus à tes questions. Bref, si tu es intéressé par l'armée, le Discord, c'est super pour toi. Alors fonce, c'est gratuit. Et deuxième chose, avant de passer aux différentes questions, si tu veux te préparer physiquement pour l'armée, eh bien, je te propose un programme complet qui va te permettre de t'entraîner efficacement pour l'armée, d'atteindre ton meilleur niveau pour les tests et d'être vraiment prêt pour ta formation initiale. Alors, pas de doute, fonce, pareil, tu as le lien dans la description. Va voir, tu as 2 semaines offertes et ça se passe sur une application ultra quali avec des vidéos en ligne, tout ça. Donc, on n'hésite pas, on fonce. Fin de l'instant promo, on passe à la vidéo, aux différentes questions. S'il te reste des questions après cette vidéo, pose-les-moi en commentaire pour faire une partie 2, pourquoi pas. Allez, let's go. Donc, première question qui nous vient de Théo le Killer XXX13. Comment devenir tireur d'élite ? Non, je plaisante, c'est pas Théo qui a écrit ça, mais ça pourrait très bien être ce genre de pseudo qui pose cette question-là, vu le type de personne qui me pose à chaque fois cette question, ou encore comment intégrer le premier PIMA, comment devenir force spéciale, tout ça. Bref, je réponds à ce type de questions-là et tu vas voir, ça va t'intéresser. Donc, comment est-ce qu'on devient tireur d'élite ? Comment est-ce qu'on rejoint les forces spéciales, etc. Devenir tireur d'élite, c'est une spécialité qui est très difficile à atteindre. En fait, c'est une spécialité d'infanterie et de cavalerie. C'est une spé que tu pourras pas atteindre dans un premier temps. Tu vas pas arriver en infanterie et dire « Ok, moi je vais être tireur d'élite, let's go ». Non, ça se passe pas comme ça. En fait, tu vas d'abord devoir devenir tireur de précision. Donc, avant même de devenir tireur de précision, tu vas faire tes classes. Une fois que tu as fait tes classes, que tu t'es dit « Ok, en fait, c'est plus dur que ce que je pensais », là, peut-être que tu vas complètement écarter cette possibilité-là. Mais si tu es encore chaud, tu vas peut-être réussir à être bon en tir et demander à devenir tireur de précision. Ou peut-être qu'il y aura une place qu'on va te proposer d'être tireur de précision si tu as un petit peu de chance. Bref, tout se passe bien. Tu finis tireur de précision, et bien là, c'est pas fini. Une fois que tu es tireur de précision, il va falloir être vraiment bon et partir sur un stage pour devenir tireur d'élite. Et là, je te le dis, c'est vraiment chaud. C'est pas du tout accessible pour tout le monde. Il faut avoir de très bonnes capacités physiques, être vraiment bon et aussi pas être trop bête quoi. Je te dis les choses directement, hein, mais si tu as vraiment du mal avec les petits calculs de base, que t'es pas du tout quelqu'un qui réfléchit, ça va être compliqué. Tu peux être un monstre physiquement, mais être vraiment pas bon niveau intellectuel et ça peut bloquer à ce niveau-là aussi. Donc, si vraiment t'es chaud, le parcours c'est régiment d'infanterie, ensuite tireur de précision et après stage puis tireur d'élite. Et si tu réussis à tout bien faire, bon là tu réussiras à devenir tireur d'élite. Ensuite, la question qui vient souvent avec, c'est devenir opérateur des forces spéciales. Et bien là, le parcours, il est aussi très difficile. Le parcours classique, en fait, tu en as 2. Donc, ça va être soit engagement direct, très compliqué, soit test depuis un autre régiment, donc en interne au recrutement spécial. Donc pareil, c'est aussi difficile. C'est les forces spéciales. Hein. Après, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent avec les jeux vidéo que on se dit ouais, bah moi j'ai vraiment envie de faire ça. On voit des films d'action, tout ça. On se dit je veux vraiment faire ça, mais c'est pas accessible. C'est pas juste hop, je m'entraîne un petit peu et j'y vais. J'ai beaucoup de jeunes qui me disent ouais, mais si je m'entraîne pendant 1 an à fond, je peux rentrer chez les forces spéciales. Ben non. En fait, il y a des mecs qui s'entraînent pendant 5 ans qui n'y arrivent pas. Mais des mecs qui s'entraînent pendant 5 ans comme des brutes en fait. Donc si tu t'entraînes vite fait pendant 1 an,
c'est mort, ça va pas du tout le faire. Pour rejoindre les forces spéciales, donc le parcours direct, tu vas déjà devoir faire une PMPFS, donc une préparation militaire parachutiste force spéciale. Pour ça, il faut être pris, il faut être sélectionné et ça va se passer au CIRFA. Tu vas aller au CIRFA, tu vas faire un dossier, on va t'envoyer passer tes tests au GRS et au niveau du GRS, si tout se passe bien, que c'est validé, là, tu vas partir sur ta PMPFS après un petit entretien de plus. Une fois que tu valides ta PMPFS, si tu finis dans les premiers et que tu es vraiment bon, là, on va t'appeler et tu vas partir pour tes classes. Mais pendant tes classes, c'est pas encore fini. Si on estime que tu n'as pas le niveau, tu sautes. Il faut savoir que il y a moins de la moitié des mecs qui finissent les classes. En fait, les régiments des forces spéciales recrutent beaucoup et chaque année, tu n'as pas la moitié des mecs qui restent. Pourquoi ? Parce que le niveau, les exigences qu'il y a sont énormes. C'est vraiment c'est les meilleurs des meilleurs. Donc, si tu penses pouvoir rejoindre les forces spéciales comme ça en un claquement de doigts, non, tu te trompes. Tu n'es pas encore Mini-Mati et ça ne va pas le faire. Vise les forces spéciales, mais après une certaine évolution et après une grosse préparation. Et encore une fois, si tu as besoin de te préparer physiquement, tu as mes programmes dans la description. Donc n'hésite pas, clique, va voir ça. On passe à la petite question suivante. Une question qui revient tout le temps, c'est devenir maître chien. Comment est-ce qu'on devient maître chien? Comment est-ce qu'on devient pilote de VAB? Comment est-ce qu'on devient mécanicien dans l'armée? Il y a plein de questions qui reviennent sur l'accès à telle ou telle spécialité. Et dans 90% des cas, la réponse c'est la même. CIRFA, donc tu vas dans un CIRFA, les centres d'information de l'armée. Une fois que tu as été au CIRFA, tu fais ton dossier là-bas avec un conseiller. On va te guider, on va tout expliquer. Après ça, tu vas passer tes tests au GRS ou CSO, donc le groupement de recrutement et de sélection, l'endroit où tu vas passer tes tests. Après ça, tu es pris, on valide ton dossier et tu pars pour ta formation initiale. La formation initiale, tu la suis. Et après ça, tu vas avoir une formation de spécialité plus une formation de compétences spécifiques qui va être lié à ton métier. Ça se passe comment? En fait, tu pars dans ton régiment, tu vas faire le CFIM ou ta formation initiale directement dans le régiment. Après ça va durer 3 mois. Après ça, tu vas faire ta FTS, la formation technique de spécialité, qui va durer 2-3 mois. Et ensuite, après, pour certains métiers, tu vas devoir faire une formation d'adaptation au métier. En gros, une formation spécifique pour la compétence qu'on va te demander. Donc, par exemple, si tu veux être maître chien, le parcours, il est très simple. Tu vas demander le 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Du coup, tu fais tes tests, tu réussis, tu es convoqué, tu pars faire ta formation initiale, donc soit directement au 132e RIC, soit dans un CFIM. Et ça va durer 3 mois. Après ça, tu vas faire ta FTS directement au sein du régiment pendant 2 mois. Puis, tu vas partir sur une formation d'adaptation pour devenir maître chien. Et là, tu vas avoir une formation classique qui va durer, je crois, c'est 2 mois. Et après ça, tu devras dresser ton chien et ça va durer pas mal de temps aussi. Donc bref, tu l'as compris. En fait, pour devenir maître chien comme pour devenir spécialiste dans une autre spécialité, tu vas devoir suivre plusieurs stages, plusieurs formations qui vont se succéder et qui vont te permettre d'acquérir toutes les compétences. En gros, tu as le premier bloc qui est la formation classique pour avoir les bases de l'armée. Donc ça, c'est pareil, quel que soit le cursus, même pour devenir officier, tu vas passer par des classes, tu vas passer par une formation initiale qui va durer 3-4 mois, qui va te permettre d'acquérir les fondamentaux de l'armée. Et avec ça, en fait, tu as un petit bagage qui te permet de connaître l'armée, son fonctionnement et d'être un combattant de base. Donc comme ça, tu deviens un combattant en gros infanterie simple, sans vraiment spécialité. Et après ça, tu vas avoir une formation de spécialité, plus une formation encore plus spécialisée dans ton métier qui va te permettre d'avoir toutes les compétences. La formation technique de spécialité, donc la FTS, cette formation de spécialité qui est la première que tu vas passer, elle correspond en général à ton arme. Donc si tu vas dans l'infanterie, tu auras une FTS infanterie. Si tu vas dans la cavalerie, une FTS cavalerie, etc., etc. Et après ça, tu auras une formation vraiment de compétences dans le domaine dans lequel tu vas exercer ton métier. Donc si tu veux être pilote de VAB, tu seras combattant d'infanterie et en plus de ça, on va te faire passer tes permis, donc le permis classique simple de l'armée. Déjà le permis civil si tu l'as pas, plus le permis de l'armée donc qui est juste validé quelques heures de conduite, etc., etc. Et après ça, on va te faire passer une qualification VAB ou autre blindé. Donc VAB, c'est véhicule de l'avant blindé. Pour chaque véhicule, tu dois passer une qualification. Et ça, c'est très important et ça fonctionne comme ça dans l'armée. Donc, tu l'as compris, tous les métiers, c'est à peu près le même cursus. CIRFA, formation de spécialité, formation encore plus spécialisée.
Et on retrouve ça à peu près partout. Pour devenir officier, c'est encore une fois à peu près pareil, mais ça va dépendre. Et les temps de formation seront à chaque fois plus longs. En gros, la formation initiale, elle va durer 1 an, 2, 3 ans. Puis tu auras une formation de spécialité d'encore 1 an et une formation encore plus spécialisée qui peut durer quelques mois ou pas. Ça dépend. Ça y est, tu sais maintenant comment ça se passe pour accéder à tel ou tel métier dans l'armée. Maintenant, on passe à la question suivante. Comment réussir ces tests dans l'armée? Comment ça se passe les tests? Si tu veux devenir militaire, tu vas forcément passer par des tests. Tests sportifs, tests psychotechniques, d'anglais, etc. Le cursus, tu l'as compris, ça commence au CIRFA. Au CIRFA, tu vas faire ton dossier, puis tu seras convoqué pour tes tests au GRS. Et là, avant d'aller au GRS, il faut être préparé. Parce que si tu n'es pas préparé, ça va pas bien se passer. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de candidats qui arrivent sans aucune préparation. Et ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire 0 traction, ils vont faire 5 au luc léger et ils vont avoir des résultats catastrophiques. Et ça, moi, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est ton rêve, tu veux devenir militaire. Donc pourquoi tu te prépares pas? Pourquoi tu es là à te dire, j'ai la flemme, j'ai pas envie? Du coup, viens pas en fait. Si tu veux devenir militaire, entraîne-toi pour ça. Entraîne-toi pour tes tests, entraîne-toi pour l'armée, pour tenir ta formation initiale. Parce qu'en fait, derrière, tu vas juste subir, ça va pas bien se passer et tu passeras un très mauvais moment. Tu vas pas kiffer l'armée et tu en garderas un très mauvais souvenir. Donc bon, fais pas ça. Voilà, c'est stupide. Moi, ce que je te recommande plutôt, c'est de t'entraîner dès le début, dès maintenant, dès que tu vois cette vidéo, de commencer à t'entraîner. Donc, l'entraînement, c'est simple. Course à pied, renforcement musculaire, traction. Tu fais ça, tu t'entraînes vraiment, sérieusement, rigoureusement, tu auras des résultats. Et si tu ne sais pas bien comment t'entraîner, si tu veux vraiment progresser et atteindre ton potentiel maximal, la question elle est vite répondue. Rejoins mon programme en description, le programme guerrier, dans lequel tu as tout ce qu'il faut. C'est un programme complet avec toutes les séances, toutes les explications, des conseils pour performer, pour obtenir de meilleurs résultats et vraiment tout ce qu'il te faut pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans l'armée et être vraiment prêt pour ta formation initiale et pour l'armée. Donc maintenant les tests, quels sont-ils? Comment est-ce que ça se passe les tests à l'armée? Eh bien, c'est assez simple. En fait, tu as globalement les mêmes tests pour quasiment toutes les spécialités. En gros, pour les 3 armées, tu vas au CIRFA, tu prends rendez-vous, tu vois avec un conseiller, tu fais ton dossier, tu fais tes vœux, on t'envoie au GRS. Là, au GRS, tu arrives, tu vas passer les tests psychotechniques, tu vas avoir une petite visite, tout ça, tu vas passer ton test d'anglais, tu vas avoir un entretien de motivation. L'entretien de motivation, il ne faut pas le négliger non plus. Et après ça, tu vas avoir la visite médicale, puis tu vas aussi avoir les tests sportifs. Et là, les tests sportifs, c'est là où tout le monde se met à paniquer. Mais il ne faut pas négliger le reste. Les tests psychotechniques, si tu les foires complets, c'est pas fou. Les tests d'anglais, si tu les foires complets, c'est pas fou non plus. Surtout qu'il y a les JO bientôt, donc vaut mieux être bon en anglais. Sur les tests sportifs, c'est simple, tu as 3 épreuves. Tu as le luc léger, donc des allers-retours en course à pied sur 20 mètres où tu dois accélérer progressivement. Tu as deuxième test, les tractions et troisième test, les squats. Alors là, les squats, c'est un petit peu en train de changer. Ils rajoutent la chaise en ce moment, donc ça évolue. Je ne sais pas où ça en est, mais rejoins le Discord et t'inquiète pas que tu auras toutes les dernières infos. Pour certaines spécialités, tu devras en plus de ce test de base au GRS, passer un petit test après ça. Ça se passe comment? Eh bien, tu vas d'abord passer tes tests au GRS et après ça, tu seras convoqué pour d'autres tests sur une autre base pour ta spécialité. Par exemple, si tu veux rejoindre la BSPP, donc les pompiers de Paris, tu vas passer tes tests au GRS. Après ça, tu seras convoqué pour des tests en plus où tu vas passer à nouveau le luc léger, les tractions, plus le parcours pompier. Ou si tu veux aller, si tu veux aller chez les fusiliers marins, eh bien là, tu vas passer d'autres tests. Ou si tu veux aller à l'EMHM, donc devenir sous-officier dans les troupes de montagne, tu passeras encore d'autres tests. Et il faut vraiment regarder quels sont les tests spécifiques pour bien se préparer pour ces tests-là. Parce que le MHM, par exemple, tu vas passer une corde. Donc, montée de corde. Si tu ne sais pas grimper une corde, ça va être compliqué, je te le dis. Les tests de l'armée, on se prépare, sinon ça se passe pas bien. Question suivante. Comment est-ce que ça fonctionne les grades à l'armée? Est-ce qu'on est obligé de monter en grade? Comment est-ce qu'on accède à un grade supérieur? Bon, ça c'est vraiment la question que beaucoup de jeunes se posent en s'inquiétant un petit peu, mais vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. C'est naturel et il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Les grades, tout va bien se passer. On va t'expliquer quand tu vas arriver dans l'armée. Il n'y a rien de très compliqué et tu vas voir que tu montes assez naturellement. Alors, la montée en grade, en général, elle va se faire de manière assez linéaire. En gros, tu as des règles. Tu dois, par exemple, passer un test pour tel grade. Tu dois passer une formation pour tel grade et ça va monter au fur et à mesure. Maintenant, si tu veux rester bloqué sur un grade,
Là, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'armée n'est pas faite pour ça. Tu es censé évoluer tout au long de ta carrière. Alors, il y a plusieurs grades sur lesquels tu peux t'arrêter. En fait, c'est les grades de fin de catégorie. Par exemple, tu peux t'arrêter comme caporal-chef, t'arrêter comme adjudant-chef ou encore t'arrêter comme colonel. Mais après, si tu veux t'arrêter comme sergent, s'arrêter comme sergent, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Si vraiment tu veux pas passer au grade supérieur et que tu restes bloqué, c'est plus une histoire de comportement et de mauvaise notation que ta volonté. Et je vois pas vraiment l'intérêt de ne pas évoluer en grade parce qu'en fait ça fait partie du cursus et du fonctionnement des ressources humaines des armées. Et sinon pour les différents passages de grade, on va tout expliquer. Par exemple, quand tu vas arriver dans l'armée, que tu seras première classe, on va te dire comment est-ce qu'il faudra faire pour passer caporal. On va t'expliquer que tu devras passer par ta FGE, donc réussir un stage qui va être un petit peu fatigant, mais rien de méchant. Et une fois que tu as réussi ce stage, tu pourras devenir caporal. Après, évidemment, ça implique d'avoir une bonne notation, qu'il n'y ait pas de souci, tout ça. Mais normalement, caporal, tu le deviens rapidement. Ensuite, caporal-chef, là, il faut avoir de bonnes notations, donc être un bon élément et valider tout ce qu'on te demande pour évoluer. Il y a des personnels qui évoluent très lentement parce qu'en fait, ils ont de mauvaises notations, ils font pas ce qu'il faut et donc ça se passe pas très bien. Maintenant, si pour toi tout se passe bien, tu vas évoluer rapidement et il y aura aucun souci. Donc vraiment, les grades, l'évolution, pas de stress là-dessus, c'est naturel et tout ça, ça te sera expliqué dans l'armée. Question suivante. Est-ce qu'on peut avoir la barbe, la moustache, des cheveux colorés, des cheveux longs, des bijoux, des tatouages, je ne sais quoi dans l'armée? Eh bien, dans l'armée, il faut savoir que tout est réglementé, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, en fait, c'est très simple, il y a des textes qui disent « tu as le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, et si tu fais ci, on te sanctionnera ». En gros, les textes, ils sont clairs. Maintenant, il y a parfois des petites exceptions ou une certaine tolérance. Et après, il y a la vie pratique, comment ça se passe. Donc, je vais répondre à cette question en te disant ce que tu peux à peu près faire en pratique. La théorie, c'est une chose. Moi, je vais te dire ce que tu peux faire, ce qui se fait en régiment. La barbe, la moustache, normalement, c'est interdit dans la plupart des régiments. Et s'il y a quelques années, il y avait pas mal de tolérance et qu'on voyait quand même pas mal de personnel barbu dans les régiments, ça fait bien 4-5 ans qu'on est revenu à un modèle un peu plus rigide sur la barbe et la moustache. Et aujourd'hui, c'est compliqué de porter la barbe et la moustache dans un régiment. Il y a des exceptions. En fait, l'exception peut se faire en faisant une demande au chef de corps, donc le commandant du régiment. Et sinon, tu peux aussi avoir une exception pour raison médicale. Alors ça, attention, la raison médicale, en fait, tu as de gros problèmes de peau, donc plein de boutons, tu peux pas te raser. Et là, dans ce cas-là, ça peut être accepté. Moi, j'ai pas de cheveux, donc c'est pour compenser en fait. Non, moi dans mon régiment, c'est pas possible et du coup, je suis rasé quand j'y suis. Ensuite, question qui va avec, c'est les cheveux longs. C'est pas mon cas. Est-ce qu'on peut avoir des cheveux longs? Donc les cheveux longs, en fait, c'est aussi réglementé. En gros, pas de stress. On te donne une longueur exacte dans les textes, mais pas de stress. Il faut juste pas que ce soit abusé sur les côtés. Et sur le dessus, il faut que ça puisse être caché par ton béret, par ta coiffe militaire. Si c'est bon pour toi, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Mais ça veut quand même dire que tu dois tout couper. Tu vas être rasé quasiment comme moi quand tu vas arriver dans l'armée. Et après ça, tu pourras les laisser pousser un petit peu plus derrière pour avoir par exemple une petite mèche qui peut descendre jusqu'ici une fois que tu es militaire. Et pour les filles, c'est aussi très réglementé. Tu peux avoir des tresses, tu peux avoir les cheveux courts ici. Enfin là, on va dire. Tu peux avoir les cheveux avec des tresses africaines. Tu peux avoir… Après, la classique, c'est un chignon haut. Bon, voilà, tout ça c'est aussi très réglementé, il faut respecter ce qui est demandé. Maintenant, pour les cheveux colorés. Les cheveux colorés, c'est compliqué. En gros, tu peux avoir des teintures, mais il ne faut pas que ce soit des teintures flash. Maintenant, j'ai déjà vu des femmes militaires avec des cheveux roses et ça passait. Voilà, ou encore des cheveux verts et ça passait. Je pense que sur ça, c'est juste qu'il y a une frilosité du commandement à sanctionner, mais normalement c'est interdit. Voilà, après ça c'est que mon avis, bon, j'en sais pas plus. On passe aux tatouages. Les tatouages, ça va aussi dans le même sujet, donc c'est dans la même veine que les questions d'apparence, tout ça, tatouages, bijoux. Bon, les tatouages, tu as tout à fait le droit d'avoir des tatouages quand tu es militaire. Tu peux avoir des tatouages même sur le visage, n'importe où. Simplement, ce qui est demandé dans les textes, c'est pas de signes religieux, pas de trucs de mort ou quoi. Alors oui, parfois il y a des militaires qui ont ça. Maintenant, encore une fois, ça dépend du commandement, de ce qui est décidé dans les sanctions. Moi, ce que je te conseille et ce que je t'invite à faire, c'est d'éviter tout tatouage sur des zones qui sont en permanence visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, plus haut que cette partie-là du bras. Ça veut dire sur le visage, sur le cou. Ça veut aussi dire sur le… À la limite là, sur le haut du bras, bon. Et sur le ventre, peut-être… non, le ventre, on le voit pas dans l'armée. Bon. Mais voilà, t'as compris.
Il faut éviter des tatouages sur des zones trop visibles. Pourquoi? Parce que ça peut toujours être quelque chose qui peut être un petit peu reproché selon la nature du tatouage. Par exemple, il faut savoir qu'il y a parfois des militaires qui sont écartés des cérémonies à cause de leur tatouage. Donc si tu as des tatouages sur le cou ou sur le visage, on peut très bien t'écarter d'une cérémonie parce qu'on trouve que c'est pas ouf comme image de l'armée. Après, ça c'est que mon conseil, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Bon, voilà. Mais que ce soit dans l'armée ou dans le civil, forcément des tatouages trop visibles et avec des goûts un petit peu particuliers, c'est pas forcément le top. Les bijoux maintenant. Les bijoux, c'est aussi réglementé, tu peux pas faire ce que tu veux. Pour un homme, tu peux avoir une bague de fiançailles. Les chevalières, il faut savoir que c'est interdit, mais c'est toléré. Bon, voilà. Ensuite, t'as pas le droit d'avoir 50 000 bagues. Avoir plein de bagues, c'est interdit. C'est juste une bague, donc bague de fiançailles ou enfin voilà une petite bague, à la limite 2, mais on s'arrête là. Pas des bagues trop visibles, juste des bagues simples, des anneaux. Et ensuite, les colliers, si c'est pas visible, il n'y a pas de souci. Tout ce qui va être pendentif religieux, pareil, il n'y a pas de souci tant que c'est pas visible. Pour ce qui est des boucles d'oreilles pour les femmes, boucles d'oreilles ou à la limite même piercing, tout ça, il faut que ce soit discret. Donc c'est pas interdit, c'est toléré, mais il faut que ce soit vraiment très discret. Les grosses boucles d'oreilles créoles, ça passe pas. Les gros piercings partout sur le nez ou quoi, ça passe pas. Donc discret, des petites choses simples, ça passe. Après les piercings, c'est jamais ouf. En fait, dis-toi juste, il faut que ce soit discret, simple, sobre. C'est tout. Si c'est comme ça, il n'y aura pas de souci et tu pourras avoir vite fait des bijoux. Pour les ongles aussi, j'y pense. Se faire des ongles, du maquillage pour une femme, pareil, c'est possible, mais si c'est très discret. Donc, c'est pas interdit de mettre du mascara le matin, hein, mais faut pas que ce soit abusé. Si tu commences à te faire un truc énorme, super maquillé, grosse beurette, non. Ça passe pas. Next. Est-ce qu'un militaire peut vivre chez lui? Est-ce qu'il a le droit d'avoir un appartement, une maison? Ou est-ce qu'il doit toujours vivre dans sa caserne? Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, un militaire, il est libre. Il a le droit de vivre. Il n'est pas que dans l'armée. Non, il peut avoir un appartement. Il peut très bien vivre en dehors de la caserne et il a des droits. Donc oui, un militaire peut s'acheter un appartement. Et oui, un militaire peut dormir dans son appartement et aller au régiment la journée. Donc, les moments où il va être vraiment présent tout le temps dans l'armée, c'est quand il est en déplacement, en terrain, en mission, tout ça. Ça, oui, là, il ne pourra pas dormir chez lui. Mais quand il est dans son régiment, une fois les classes passées, attention, donc tu fais tes classes, une fois que tu as fait tes classes, que tu es dans ton régiment, dans ta section, là, tu peux très bien vivre à l'extérieur du régiment. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est toi qui payes ton appartement, tu ne vas pas avoir d'aide pour ça. Donc, il faut bien comprendre qu'au régiment, tu peux être logé gratuitement en tant que militaire du rang, ou quasi gratuitement en tant que sous-officier. Et si tu loges à l'extérieur, c'est pour ta poche. Mais tu peux loger à l'extérieur et tu peux venir chaque matin au rassemblement et partir chaque soir une fois la journée terminée. Moi, ça fait 3 ans que je vis à l'extérieur et c'est quand même plus agréable. Tu as vraiment un chez toi. C'est mieux que de vivre dans une caserne, quoi. La question suivante concernant encore la vie de famille, la vie perso. Est-ce qu'on peut être en couple quand on est militaire? Comment ça se passe? Entre deux militaires, ça le fait ou pas? Bon, là, pareil, question à pas se poser en fait. Il n'y a pas de stress. Oui, tu peux être en couple. Oui, tout va bien se passer. Et oui, ta femme va te tromper quand tu vas partir en OPEX. Non, j'ai rien dit. Coupe, on coupe. Non, je plaisante. Bon, les histoires de tromperie, les histoires de couple en OPEX, c'est toujours compliqué. Ça fait toujours un petit peu des histoires. Ça dépend des couples, de la solidité, de chacun. Enfin, voilà, il peut y avoir des histoires dans le civil, il peut y avoir des histoires dans l'armée. Tout peut être un petit peu compliqué ou pas. C'est vraiment du cas par cas. Il ne faut pas se dire qu'un militaire, c'est pas ouf pour une vie de couple. Il ne faut pas se dire que en tant que militaire, tu pourras jamais avoir de vie de famille, des enfants. Pas du tout. Tu peux très bien avoir une vie de famille qui se passe super bien. Tu peux très bien partir 10 fois en OPEX et avoir une vie de famille épanouie. C'est possible. Maintenant, ça implique quand même de faire des efforts, d'être présent à la maison, de répondre, de téléphoner, de donner des nouvelles, tout ça. Tu as des métiers dans les armées qui sont moins propices que d'autres à la vie de famille. Mais tu peux avoir un métier propice à la vie de famille et avoir une vie de famille éclatée. Ça dépend vraiment de toi et c'est à toi de faire les efforts pour que tout se passe bien et d'avoir la bonne personne et d'avoir vraiment un couple qui puisse fonctionner. Donc c'est du cas par cas et sur ce sujet-là, il n'y a pas grand-chose de fou à dire. Pour ce qui est d'avoir des enfants en tant que militaire, là il y a quelques particularités. Déjà, tu peux rater la naissance de tes enfants si tu es en mission. Ça c'est possible. Assister à la naissance de ces enfants, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Ensuite, si jamais tes enfants ont des problèmes, que tu dois les accompagner à gauche, à droite, tu peux très bien demander à ton encadrement d'y aller. Ça, c'est pas un souci. L'armée fait en sorte que ta vie de famille puisse bien se passer. L'armée n'est pas une prison. Donc ça, note-le bien.
Tu peux très bien avoir une vie de famille qui se passe bien et l'armée fera tout pour t'aider à avoir une bonne vie de famille. On va pas du tout te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas le but. Et puis ça, je pense que beaucoup ne le savent pas, mais l'armée propose pas mal de choses pour les familles. Notamment pour les vacances, tu as l'IGESA, donc tu as des colonies pour les enfants ou encore des vacances en famille pour les enfants, enfin pour la famille. Mais l'IGESA, c'est un centre de vacances militaire qui te permet d'avoir des vacances à plus bas coût et qui te permet de partir à plein d'endroits en France ou à l'étranger pour t'amuser pendant les vacances. Donc, vie de famille et armée, c'est tout à fait compatible. Vraiment, t'en fais pas pour ça. La question qui tue, le cannabis à l'armée, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un dépistage quand tu rentres dans l'armée? Est-ce que tu as le droit ou pas d'en fumer? Bon, cette question-là, elle a vraiment été posée pas mal de fois par des jeunes qui s'intéressent à l'armée, même parfois par des militaires. Je me pose encore des questions quand je lis ce genre de commentaires. Quand tu es militaire, tu représentes les armées, tu représentes ton pays. Donc, forcément, tu dois en suivre les lois, tu dois respecter les règles de ton pays. Ça semble logique. Donc si tu es là à fumer du cannabis et que tu te dis je vais rentrer dans l'armée, il y a un hic, il y a un petit souci. Voilà, donc il faudrait très vite changer de comportement, te poser des questions et te dire ok, il va falloir que je fasse un choix, soit être un branleur de wokiste, soit me mettre sérieusement à m'entraîner, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie et arrêter de fumer du cannabis pour enfin devenir militaire. Enfin, faut choisir. Les deux ne sont pas compatibles. Des militaires qui fument du cannabis, qui prennent des drogues, oui, il y en a. Comme des civils, il y en a, voilà, c'est la vie. Maintenant, les sanctions, elles existent. Les sanctions, elles vont être militaires plus civiles et on va pas te lâcher. Si on voit que tu fumes du cannabis dans l'armée, on va t'interdire de tir, on va t'interdire de mission, on va te sanctionner et ça peut aller jusqu'à des retenues sur solde, donc une privation de salaire. Voilà, il faut pas plaisanter avec ça. Et après, l'armée peut très bien faire appel à la gendarmerie pour faire des dépistages dans un régiment. Et ça se fait. Mais, je suis honnête, donc je te le dis, lors de la visite médicale initiale, tu n'as pas de dépistage de cannabis, de dépistage de drogue. Ça, non, il n'y a pas. En fait, lors des tests au GRS, tu passes une visite médicale. À un moment, tu vas devoir faire pipi dans un petit flacon. C'est juste après le médecin qui te palpe les baloches. Bon, tu fais pipi dans ton verre. Tu ramènes le verre, là l'infirmière, enfin la personne qui est là va tremper un petit papier dedans, va le passer dans une machine, mais ça c'est différentes données sur toi et il n'y a pas du tout le cannabis là-dedans. Cependant, le même test peut être réalisé pour le cannabis et peut être demandé par ton encadrement. Donc si on a des doutes sur toi, si on te surprend en train de fumer un joint, là tout de suite demande et on va te tester pour aller voir si tu fumes régulièrement et te sanctionner. Et derrière mettre des mesures pour éviter que tu refumes à nouveau. Armée et drogue, c'est pas compatible, ça va pas ensemble. Si tu fumes du cannabis et que derrière tu dois tirer, t'es pas dans le meilleur état pour être un bon tireur. Après, je veux bien comprendre que certains se disent oui, une petite quantité de cannabis, ça aide à être bien, tout ça. En fait, c'est interdit. Tu pars de ce principe-là, c'est interdit, c'est non, c'est niette, c'est pas possible. Voilà, c'est pas compatible. Si tu le comprends pas, dans ta vie, tu auras des soucis dans l'armée. Fin du sujet, on passe au sujet suivant. Combien est-ce qu'on gagne dans l'armée? On va parler les yeux dans les yeux là. Ojos en los ojos. Combien est-ce qu'on gagne? Combien est-ce qu'on se fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, les gens adorent parler de thunes. Ils adorent savoir combien on gagne. Est-ce que c'est bien payé ou pas? Alors, dans l'armée, tu as un salaire. En fait, tu as une grille indiciaire de solde parce que c'est la fonction publique que tu es en train de travailler pour l'État. Donc pour l'armée, tu n'es pas fonctionnaire mais tu travailles pour l'État. Donc ton salaire est public. Tout est public. C'est-à-dire que sur Internet, tu peux trouver exactement ce que tu vas gagner pour tel ou tel poste. Il faut savoir que les soldes qui sont indiqués, elles sont compliquées à calculer. Donc ce que tu vas trouver sur Internet, c'est jamais complet. Dans l'armée, il faut savoir que ton salaire, ta solde, fluctue en fonction de ta situation familiale, de ta garnison et de différents facteurs. Plus il y a toutes les primes liées au terrain, liées au service, liées aux opérations extérieures par exemple, à prendre en compte, ce qui fait que ça peut pas mal varier. Alors, est-ce que tu es bien payé? Combien est-ce que tu gagnes? Pour te donner un petit ordre d'idée, un militaire du rang, en base, avec tout compris, il va être à peu près à 1 500 € par mois. Un sergent, donc un jeune sous-officier, il sera à peu près à 1 700 € et un lieutenant, il sera à peu près à 2 600 €. Voilà, pour les trois catégories, tu as à peu près les salaires que tu peux toucher. Donc indépendamment des primes particulières, par exemple si tu vas chez les parachutistes, tu vas gagner plus et indépendamment de ton activité, donc des terrains que tu vas faire, des opérations extérieures que tu vas faire. Opération extérieure, tu vas gagner quasiment 2,5 fois ce que tu gagnes de base. Et d'ailleurs, en parlant de thunes dans l'armée, si un jour tu te rends compte que tu gagnes plus que ce que tu es censé gagner, va voir le bureau solde. N'attends pas. Parce qu'en fait, dans les armées, parfois, il y a des problèmes de trop perçus.
Donc tu gagnes, tu es censé gagner 2000 euros et tu te mets à gagner 2200 euros. Tu gagnes 2200 euros pendant un an et là d'un coup on te dit ah bah vous avez eu un trop perçu, bah le mois prochain vous devez nous rembourser tant. Et là t'étais pas prêt. Là ça te surprend et tu kiffes pas trop ta vie. Donc attention à ça, si tu gagnes plus que ce que tu es censé gagner, surveille tes comptes. Et va agir, va voir les bonnes personnes. Next, comment ça se passe l'armement à l'armée? Et oui, dans l'armée, il y a des armes, forcément, ça fait partie du métier. Donc, est-ce que tu peux choisir ton fusil, ton pistolet? Est-ce que tu peux arriver, décorer ton arme, avoir un FAMAS en or avec 3 pointeurs laser, une vision infrarouge, etc., etc. Non, ça marche pas comme ça. L'armée n'est pas Call of Duty. Donc, dans l'armée, en fait, tu vas avoir une arme qui va être ton arme de dotation. En fonction de là où tu as en gros un HK416 ou un FAMAS. Après, tu vas aussi avoir l'arme de poing, donc le pistolet. Tu vas avoir un Glock 17. Globalement, c'est ce qu'on a dans l'armée. Tu vas être formé sur ces armes, donc sur le fusil, sur l'arme de poing. Et tu vas utiliser que ces armes-là. Niveau accessoires, tu auras ce qui est fourni. Après, tu peux parfois un petit peu personnaliser ton arme. Mais attention, ça dépend de ta compagnie, de ton unité, de là où tu es, de ton chef. Bref, te mets pas en tête que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec ton arme. Non. C'est pas du tout ça. Sur une arme, tu peux rajouter une poignée, tu peux rajouter parfois un viseur, mais bon, globalement, les armes qu'on te fournit, elles sont équipées, il n'y a pas de souci et tu as tout ce qu'il faut. Alors si tu n'es pas encore militaire et que tu espères déjà personnaliser ton arme, tu n'y es pas encore. Donc fais chaque chose en son temps. Commence d'abord par te préparer, t'entraîner à l'armée et après tu verras pour ça. Puis ton arme, tu la gardes pas chez toi. Non, l'arme reste à l'armurerie et tu vas l'apercevoir que pour les missions, que quand tu en auras besoin pour aller tirer, etc. Puis tu vas la rendre à l'armurerie et tu vas rentrer chez toi les mains vides. Sujet suivant. Comment ça se passe pour la reconversion, pour la pension, etc. Dans l'armée, tu as des parcours de ressources humaines qui dépendent un petit peu de ta situation, de ta catégorie, de ton grade, etc. En fonction de ça, tu vas avoir différentes possibilités. Tu devras faire un certain nombre d'années avant d'avoir ta pension, un certain nombre d'années avant d'avoir des droits à la reconversion. Mais il faut savoir qu'il y a plein de choses qui existent. Par exemple, tu as des aides à la reconversion. L'armée peut te payer une formation dans le civil pour t'aider à te reconvertir. Ou encore, si jamais côté pension, si tu fais assez d'années, tu auras droit à ta pension à liquidation immédiate, ce qui veut dire que tu auras chaque mois, pour le reste de ta vie, une petite retraite. Donc, si tu fais pas beaucoup d'années, tu n'auras pas droit à ça. Si tu fais assez d'années, tu auras droit à ça, mais un petit montant. Et si tu fais beaucoup d'années, tu auras une vraie retraite. Ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal qui te permet de travailler, par exemple, pendant 20 ans dans l'armée pour après cumuler ta pension plus un boulot dans le civil et de bien vivre. Donc pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Je ne vais pas te détailler ça là, déjà parce que je ne le connais pas de tête, puis parce que c'est compliqué et qu'il y a quand même pas mal de cas et de facteurs à prendre en compte. Et dernière question, qu'est-ce qu'une opération extérieure? Comment ça se passe? Quelles sont les opérations extérieures actuelles? Qu'est-ce qu'on fait en mission? En fait, dans l'armée, tu as deux gros types de missions. Tu as les opérations intérieures et les opérations extérieures. Les opérations intérieures, c'est tout ce qui est sur le territoire national. Donc, tu as Sentinelle, mais tu n'as pas que Sentinelle. Tu as d'autres missions comme Héphaïstos, aller éteindre les feux. Ou encore, tu as la mission Neptune pour les débordements de la Seine. Mais bref, des missions intérieures. Les missions intérieures, du coup, ça se passe en France au profit de la population locale. Les missions extérieures, les opérations extérieures, ça c'est dans un autre pays, à un autre endroit et ça va être au profit de la situation sur place. L'opération extérieure classique, elle va durer 4 mois, 6 mois parfois et aujourd'hui les opérations extérieures principales, ça va être dans l'Est de l'Europe. Donc tu as la mission Lynx et la mission Aigle, donc dans les pays de l'Est et qui sont des missions un petit peu d'entraînement et de dissuasion par rapport aux événements qu'il y a dans l'Est. Mais après ça, tu as d'autres types de missions extérieures qui sont des missions de plus long terme, donc avec des missions où tu vas rester parfois 2 ans dans le pays avec ta famille ou encore tu peux rester 2 mois. Donc en fait, c'est par exemple le cas en Côte d'Ivoire ou au Gabon, tu as une présence française sur le long terme avec des personnes qui sont permanentes, qui restent là-bas pendant 2 ans et des personnes qui viennent pendant des courts séjours, qui viennent 2 mois, 4 mois lors de missions courte durée. Et sur les missions, qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend vraiment de la mission où tu es. Tu peux avoir des missions de combat, mais ça aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, des missions d'entraînement comme dans l'Est, des missions d'aide aux populations locales, des missions de présence pour avoir une présence un petit peu partout sur la planète et tu as vraiment différentes missions. Après dans la marine, tu as encore d'autres missions, des missions de lutte contre
le piratage, des missions de lutte contre le narcotrafic, des missions de présence nucléaire, enfin de dissuasion nucléaire, etc., etc. Il y a pas mal de profils de missions et d'utilités différentes aux missions. C'était la dernière question de la vidéo. Si tu te poses encore des questions, pose-les en commentaire, ça me servira pour faire une partie 2 et répondre à toutes vos questions. Je te le rappelle, rejoins le Discord, tu as le lien dans la description et surtout, rejoins le programme guerrier qui va te permettre de t'entraîner super efficacement pour devenir militaire. Le programme est gratuit pendant 2 semaines, donc va le tester. Les 2 semaines, tu n'as pas accès à tout, mais tu as déjà accès à la partie programme. Et en plus de ça, avec le programme guerrier, tu as plein de conseils, tu as une formation gratuite sur la course à pied et tu as tout ce qu'il faut pour vraiment progresser et atteindre ton meilleur niveau afin de devenir militaire. Alors n'attends pas, fonce et abonne-toi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Force!